Bonjour et bienvenue sur LCP. La séance est ouverte. Dans cet épisode, retour sur l'une des grandes auditions de la semaine, Delphine Ernotte face aux députés. Elle était sur le gris des questions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui interroge la neutralité de l'audiovisuel public. La patronne de France Télévisions est venue accompagnée du directeur général et du secrétaire général du groupe, un groupe qui traverse une zone de turbulence après plusieurs erreurs au sein des rédactions. Tout de suite, la salle de la commission d'enquête. Bonne audition, à tout à l'heure. France TV Slash, de l'aveu de l'un de vos directeurs, coûte aux contribuables probablement plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Qu'est-ce que vous répondez très concrètement, au-delà des réponses par écrit, quand vous voyez un appel aux dons politique pour le comité Justice pour Adama, quand vous voyez des posts successifs qui dénoncent le privilège blanc, quand vous voyez des incitations à ne pas dire bonjour monsieur ou bonjour madame pour ne pas mégenrer les personnes, quand vous voyez des publications qui invitent ou incitent à consommer des contenus pornographiques, transsexuels, alors que c'est une plateforme de France Télévisions payée par nos impôts à destination des mineurs, quand vous voyez une publication intitulée « Top 3 des érections qui existent », au-delà de me fournir une réponse par écrit, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'ADN du service public de fournir ce type de contenu à destination des jeunes? Peut-être pour préciser la question, ce qui serait utile, comment sont modérés les contenus présents sur la plateforme? Parce qu'il y a un modérateur qui a failli ou qui n'a pas permis d'empêcher effectivement la publication de certains. Enfin, comment on gère ces contenus? Je pense que c'est aussi une précision importante pour que tout le monde puisse comprendre ici la manière dont ça fonctionne. Je vais laisser mon secrétaire général Christophe Tardieu répondre sur un certain nombre de points. C'est compliqué. J'entends ce que vous dites, monsieur le rapporteur, et bien sûr, mais je rappelle quand même que notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. Ça ne m'empêchera pas de répondre plus avant, mais c'est impossible sur une offre aussi large, aussi variée, aussi diverse que celle de Slash ou de l'ensemble de notre offre, d'avoir, comment dire, une gestion par l'anecdote. Je ne sais pas comment vous dire. Je cherche pas à être, voilà, mais oui, vous allez trouver tel ou tel peut-être qui ne vous convient pas. Peut-être que ça ne vous convient pas, et je l'entends, monsieur le rapporteur. Nous essayons, avec nos contenus et nos propositions Slash, qui sont pas modérés d'ailleurs, qui sont choisis par nos équipes. Donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes, tout ce que nous mettons sur nos antennes. Nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces jeunes, ces adolescents ou ces jeunes adultes. Donc oui, il y a des questions qui se posent sur la sexualité. Je ne peux pas dire autre chose. Qui n'a pas eu un ado en face de soi? On sait tous qu'il y a des questions qui se posent sur ces sujets-là. On sait aussi que les adolescents se posent beaucoup de questions sur la santé mentale. Et on a eu énormément de programmes Slash qui parlent de santé mentale. On sait que c'est un sujet, et notamment depuis le Covid, extrêmement prégnant, extrêmement grave d'ailleurs chez les jeunes adultes. Donc voilà. Donc je ne vais pas ici vous faire la ligne éditoriale. Et d'ailleurs, monsieur le président, je vais faire comme pour mon directeur financier. Vous avez prévu d'auditionner le directeur des antennes et des programmes. Donc non que je veuille lui renvoyer toutes les questions, mais vous aurez aussi l'occasion d'y revenir avec lui. Sur le point que vous mentionnez, je vais laisser Christophe Tardieu y répondre. Réponse courte, monsieur le secrétaire général, pardon. Mais... Très courte, monsieur le président. Évidemment, la raison pour laquelle on souhaite faire une réponse écrite aux questions légitimes posées par le rapporteur, c'est que il y a toujours des biais de présentation qui peuvent tout à fait se justifier. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, Slash coûte 17 millions d'euros par an sur un budget total de programme de 900 millions. Donc on n'est pas sur des dizaines de millions, on est bien d'accord. Dernier point, parce que c'est le seul point sur lequel je suis totalement formel, les autres nécessitant en effet une recherche un peu plus approfondie sur l'ensemble des programmes de Slash, et qu'il n'a jamais été question de faire un relais de dons pour la plateforme de soutien à Monsieur Traoré. Moi, j'ai une question, si monsieur le rapporteur le permet. Est-ce que vous analysez le public jeune qui suit Slash? Est-ce que, par exemple, vous êtes capable de dire catégorie sociale, la sensibilité politique, qui permettrait d'évaluer une forme
d'analyser la ligne éditoriale. Enfin, est-ce qu'il y a des analyses précises sur le public jeune qui suit aujourd'hui cette plateforme? Aussi précise que celle que vous pointez, enfin pas à ma connaissance, mais on va regarder sur notamment les catégories socio-économiques. Ce qu'on peut dire de manière générale parce que c'est une question importante, en fait, qui regarde les contenus de France Télévisions au fond, hein, c'est ça la question que vous posez. Je vous ai donné la couverture, c'est-à-dire qu'en gros, par catégorie d'âge, c'est extrêmement simple de vous redonner ça de façon précise. Sur les catégories socio-professionnelles, je vous l'ai dit, on est plutôt plus regardé par les catégories socio-professionnelles dites moins, les CSP moins que par les CSP+. Donc la télé, c'est populaire et c'est notre fierté d'ailleurs. Et quant à la couleur politique, alors évidemment, pour ce que ça veut dire, en tout cas, on parle à tout le monde nous regarde, quelles que soient ses opinions. Il faut dire aussi que quand on parle à un Français sur 2 chaque jour et 8 Français sur 10 chaque semaine, bah oui, tout le monde nous regarde. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Secrétaire Général. Pour vous répondre, Monsieur le Secrétaire Général, vous semblez douter de ce contenu de France TV Slash qui appelait à financer la cagnotte en soutien au comité justice pour Adama. Je vous fournirai par email et sur mes réseaux sociaux la preuve exacte de cette publication de France TV Slash qui appelait à financer cette cagnotte-là. Elle existe et je m'étonne en tant que secrétaire général que vous l'ayez omise et que vous nous disiez devant la représentation nationale, après avoir prêté serment, qu'elle n'existe pas. Je vous en fournirai la preuve et elle m'a, comme beaucoup de Français, profondément choqué. Pour répondre à vos explications sur les audiences, je voudrais simplement faire une comparaison très simple et vraiment je vous appelle à faire des réponses courtes. Quand je compare le groupe France Télévisions au groupe TF1, le groupe France Télévisions, vous le savez, quand on parle des audiences, bénéficie de 4 chaînes parmi les 6 premières chaînes de France. Le groupe France Télévisions, par rapport à TF1, bénéficie de 3 fois plus de salariés. Le groupe France Télévisions bénéficie de l'absence de publicité entre 20h et 6h du matin. Et enfin, le groupe France Télévisions, par rapport à TF1, bénéficie d'un coût de grille, d'un budget de grille 120% plus élevé que celui de TF1 pour réaliser une audience un peu en dessous de 20% supérieure à celle de TF1. Quand je regarde les exemples européens, puisque c'est ce qui nous intéresse, je vois qu'en Allemagne, la part d'audience cumulée des 2 groupes publics, ZDF et ARD, tourne autour de 50%, très loin devant les 27% du groupe France Télévisions. Je vois aussi que la part d'audience chez les jeunes de France Télévisions est de 21%, qui est un niveau nettement inférieur à celui de l'Allemagne et d'Italie. Donc j'ai quand même l'impression que, et je pense que c'est un constat que font beaucoup de Français, que malgré la puissance des concours publics et les plus de 2,5 milliards d'euros alloués par l'État, et en dehors donc, de tous les avantages compétitifs que vous bénéficiez par rapport à TF1, les résultats ne sont pas aussi proportionnels aux concours publics accordés. Alors la question est longue quand même, monsieur le rapporteur. Donc... La question c'est pourquoi Miss France fait plus d'audience que le Téléthon. Oui, pourquoi Miss France fait plus d'audience que le Téléthon? C'est une bonne question, mais là il faudrait plusieurs heures de dissertation, monsieur le Président. Non, alors tout d'abord, je crois que j'ai pas été claire. En fait, on parle de comment mesure-t-on l'audience aujourd'hui? Quand on voit l'énergie que nous avons mise, et à dessein d'ailleurs, puisque aujourd'hui, et à raison je dirais plutôt, France.tv, la plateforme de France Télévisions, est la première plateforme gratuite en France, avec près de 5 millions de gens qui se connectent chaque jour et plus de 41 millions de Français, on n'est que 68 millions, donc plus de 41 millions qui se connectent chaque mois. On ne peut plus mesurer l'impact de France Télévisions aux seules chaînes linéaires. Donc, je pense que c'est important. Alors, si on ne regarde d'ailleurs que les chaînes linéaires, le groupe France Télévisions est premier groupe. Et si on regarde sur la plateforme numérique, également. Alors après, vous dites on coûte plus cher. C'est parfaitement exact, monsieur le rapporteur, vous avez raison. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma conclusion, que j'ai dû expédier à l'arraché. Mais nous avons aussi des missions de service public qui, en effet, ne sont pas en tant que telles rentables.
Je voudrais rappeler à la représentation nationale que plus de la moitié des effectifs du groupe sont soit en région, dans les 24 antennes régionales de France 3, soit outre-mer, dans les 9 départements et territoires, et que la somme des deux représente plus de la moitié des effectifs. C'est une mission très importante pour nous, mais c'est une mission qui n'est pas assurée aujourd'hui par les groupes privés, et pour de bonnes raisons, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. BFM s'y est un peu essayé, je crois qu'ils sont un peu en train de revenir en arrière pour précisément cette raison-là. Donc vous avez raison, je pense que comparer les groupes est intéressant, mais il faut le faire toutes choses égales par ailleurs, et en la matière, c'est assez compliqué. En revanche, là où je pense qu'il y a une comparaison qui est plus facile à faire, si je puis me permettre, c'est de comparer les services publics européens entre eux. Vous l'avez esquissé d'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous m'avez posé la question, je vous réponds. Donc on a regardé entre la France et tous les pays européens quel était le coût du service public. Donc là, j'inclus Radio France, toutes les entreprises de service public par habitant. Donc la France est en fait en milieu de tableau. La France coûte 51 € par habitant et par an. La moyenne européenne est à 50. On est entre l'Irlande et l'Espagne. Ce sont des chiffres donnés par l'Union des radios et des télévisions européennes. Alors en premier, dans les plus chers, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne. Je rappelle que l'équivalent des 4 milliards d'argent public pour l'audiovisuel public en France, c'est 10 milliards en Allemagne. En Grande-Bretagne, je ne sais plus, Livia, je crois que c'est ici, c'est 8 milliards. Ouais, 8 milliards en Grande-Bretagne. 7 milliards pour la BBC. Voilà, donc c'est pas tout à fait comparable. Donc il y a l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, le Danemark, l'Autriche, la Belgique, la Suède, le Royaume-Uni, la Slovénie, l'Irlande. Et au milieu du tableau, je vous le transmettrai, mesdames et messieurs, vous l'avez, je crois, la France. Voilà. Donc, on peut faire toutes les comparaisons qu'on veut. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, en tant que service public, et j'inclus mes collègues, nous sommes dans la moyenne européenne. Et voilà, la moyenne, vous voyez le point rouge au milieu des points. Merci, Madame la Présidente. Par espièglerie, je le dirais au rapporteur sur les questions d'audience qui sont importantes, que comme il a indiqué avoir été biberonné à la carte au trésor et comme moi, que ce n'est pas les programmes qui ont le plus d'audience et pourtant c'est des programmes de qualité. Mais je lui cède le micro. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à nouveau à Monsieur le Secrétaire Général, j'ai retrouvé la publication de France TV / sur l'appel aux dons pour le comité Justice pour Adama, qui explique, en faisant rapport d'une vente en ligne, que tous les bénéfices des ventes seront intégralement reversés au comité Justice pour Adama. C'est une publication en date du 9 juin 2020, que vous avez peut-être supprimé depuis, mais qui a existé, qui a été publié, et vous ne pouvez pas dire devant la représentation nationale que ça n'a pas existé. C'est profondément choquant, c'est une rupture avec les principes légaux, principes à vocation constitutionnelle d'ailleurs, de neutralité, d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme. Donc vous ne pouvez pas nous dire devant la représentation nationale que ces publications n'ont pas existé. Je vous les enverrai, et ils m'ont été rappelés d'ailleurs par bon nombre d'auditeurs. La parenthèse est fermée. Je voudrais revenir dans les erreurs stratégiques peut-être sur France Info TV, car vous en avez parlé. Je voudrais simplement vous poser une question très simple. Le budget de France Info TV a été doublé. Il est passé de 14 à 28 millions d'euros officiellement, même si nombre d'ailleurs de chaînes d'information en continu, de LCI à CNews à BFM TV, me disent en off que pour fonctionner, une chaîne d'info en continu a besoin à minima de 70 à 80 millions d'euros. L'absence de comptabilité analytique fait peser un doute sur le coût réel de France Info TV. On voit notamment ce matin, j'ai reçu nombre de signalements de téléspectateurs, que France Info a publié sur ses réseaux sociaux un reportage intitulé « Les nazis ont-ils créé les marchés de Noël ?» J'ai regardé moi-même ce reportage, il dure 2 minutes. Et en 2 minutes, eh bien, on a une sorte d'association qui explique que si la France est l'un des pays qui promeut le plus les marchés de Noël, c'est en partie par une affiliation un peu lointaine avec Adolf Hitler et les nazis qui ont promu les premiers les marchés de Noël. Des entorses comme ça qui choquent nombre et des millions de Français, il y en a eu plusieurs.
J'interpelle votre attention sur le sujet car elle date d'aujourd'hui. Je voudrais simplement une réponse rapide sur le sujet. Quel est le coût véritable aujourd'hui de France Info TV, sachant que les audiences peinent à décoller, elles restent inférieures à 1%, que vous l'avez lancé il y a quasiment 10 ans, 8 ans pour être exact. Est-ce que vous continuerez à financer à perte France Info TV alors que les audiences peinent à décoller? Madame la Présidente, je vous laisse répondre. Comme il y a beaucoup de Français, et on le voit, puisque les chaînes d'information continuent diffusent notre commission d'enquête et qui regardent. C'est important, monsieur le rapporteur, quand vous posez des questions, peut-être de préciser bien le cadre de votre question, parce que pas toutes les personnes qui nous regardent ont suivi ce reportage. Vous faites référence, je l'indique, à un reportage de France Info qui a été publié ce matin, diffusé ce matin, je crois, ou hier, et qui explique, je cite l'intégralité de ce reportage, qui se pose la question de savoir si les nazis ont réhabilité les marchés de Noël en indiquant que les marchés de Noël étaient remis au goût du jour dans les années 30 et que la tradition existait depuis le XIIIe siècle dans le monde germanophone. Et c'est un reportage que chacun pourra regarder qui revient sur l'histoire de ces foires et de ces marchés de Noël. Je le précise parce qu'il faut que tout le monde ait ici le même niveau d'information, ce qui ne vous empêche pas, Madame la Présidente, de répondre à la question du rapporteur. Il a le droit de s'émouvoir de ce reportage et vous avez le droit de vous en justifier. Oui, alors, je rappelle, vous faites référence, monsieur le rapporteur, à des gens qui s'émeuvent, et je l'entends tout à fait. Et nous aussi, nous avons des téléspectateurs qui peuvent nous contacter. Et je le rappelle d'ailleurs que les téléspectateurs qui nous contactent ou qui saisissent, qui l'Arcom, qui le Chipip, toutes les demandes sont instruites. Je voudrais quand même pas laisser dire, vous avez rappelé, monsieur le Président, que cette audition était publique. Je voudrais quand même pas vous laisser dire, monsieur le rapporteur, sous couvert d'une question, des choses qui ne sont pas exactes. Je voudrais rappeler que l'autorité qui peut éventuellement, et qui l'a déjà fait d'ailleurs, et je reviendrai peut-être sur ce cas particulier, sanctionner France Télévisions, c'est l'Arcom. Je rappellerai que l'Arcom effectivement, peut nous faire des mises en garde, des rappels, etc., mais n'a jamais sanctionné France Télévisions pour malhonnêteté de l'information ou pour des manquements qui seraient extrêmement graves. Par ailleurs, je n'ai pas vu ce reportage dont vous parlez. Vous savez que France Info est une construction commune, donc il faut déjà qu'on regarde si ce reportage a été fait par les équipes de Radio France ou par les équipes de France Télévisions. Vous savez que c'est une œuvre commune entre France Télévisions et Radio France. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que sur France Info, comme sur n'importe quelle autre chaîne, il y a des choses complètement scandaleuses qui passent. Si tel était le cas, l'Arcom aurait été saisi, l'Arcom aurait sanctionné. La seule sanction que l'Arcom a délivrée depuis que je suis présidente de France Télévisions, c'est pour une séquence problématique qui s'est passée, je pense que c'est important que la représentation nationale et que tout le monde le sache, une séquence problématique qui s'est passée dans la nuit de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Voilà. Parce que dans cette nuit sombre et très difficile, nous avons diffusé à 1h37 du matin l'interview d'un homme qui était auprès du corps sans vie de sa femme, recouvert d'un drap blanc, et que l'Arcom, et à mon avis à raison, a considéré que nous n'avions pas à le faire. D'ailleurs, nous l'avons nous-mêmes retiré. Il se trouve que j'étais en régie ce jour-là, puisque c'était les attentats de Nice, vous vous souviendrez tous. Et voilà, donc c'est la seule sanction que l'Arcom ait prononcée. Donc vous l'avez dit, monsieur le Président, c'est une commission d'enquête, c'est la représentation nationale, mais chacun a son rôle, et bien sûr que je répondrai à monsieur le rapporteur, ça me semble essentiel, mais voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas dit le coût de France Info, puisque monsieur le rapporteur va m'en vouloir. C'est environ 40 millions par an. Et par ailleurs, je rappelle que le fonctionnement de France Info s'appuie aussi sur la rédaction nationale, qu'on va d'ailleurs accroître ces synergies, et que c'est bien l'intérêt d'avoir une chaîne d'information quand on a aussi des éditions nationales, c'est qu'on peut mutualiser un certain nombre de coûts. Je laisse le rapporteur poser ces questions complémentaires que de savoir si les nazis ont réhabilité ou non les marchés de Noël, ce qui est une question importante. On a
peut parler d'autres choses dans cette commission d'enquête. Absolument, absolument. Allez-y, monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, vous évoquiez que l'ARCOM ne vous avait jamais saisi sur le cas de France Info. Je me permets de vous rappeler que l'ARCOM a émis une mise en garde pour France Info TV qui expliquait sur le sujet Gaza-Côte d'Azur. Et nous avons auditionné, donc vous voyez que l'ARCOM a bien fait des mises en garde à l'égard de France Info TV et que cette chaîne est loin d'être irréprochable, contrairement à ce que vous pouvez nous dire devant la représentation nationale. Il faut être factuel. La semaine dernière, nous avons également auditionné le comité d'éthique de France Télévisions. Nous sommes revenus sur un point extrêmement sensible. Le 25 janvier 2025, cette même chaîne France Info TV a diffusé à l'antenne un bandeau d'informations indiquant, je cite, « 200 otages palestiniens retrouvent la liberté ». Il s'agissait en réalité de détenus palestiniens qui avaient été condamnés pour des crimes terroristes et antisémites. Il y a eu nombre de remarques sur les réseaux sociaux. Il y a eu une émotion extrêmement légitime qui a été aussi suscitée par des téléspectateurs. Et le comité d'éthique nous a expliqué qu'il n'avait pas saisi l'ARCOM, qu'il ne s'était pas saisi lui-même, qu'il le regrettait, qu'à refaire, il le ferait probablement, mais qu'il était dépourvu de tout moyen accordé par la direction de France Télévisions pour effectuer un travail de veille et pour effectuer son travail en toute indépendance. Madame la Présidente, vous nous expliquez que France Info TV est une chaîne qui est irréprochable, vous omettez des mises en garde de l'ARCOM et vous oubliez les révélations du comité d'éthique de France Télévisions la semaine dernière qui se plaint d'un manque de moyens et qui nous explique que si elle avait connaissance de façon plus profonde de nombre d'entorses, elle les signalerait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème sur le traitement de la neutralité chez France Télévisions et des moyens accordés à votre comité d'éthique? Je vous laisse répondre, Madame la Présidente, puis le secrétaire général. J'indique quand même que Madame Albanel, présidente du comité d'éthique, quand vous l'avez interrogé, Monsieur le rapporteur, sur ce sujet qui a effectivement ému et choqué beaucoup de Français, et je le dis ici, j'en fais partie, je pense que c'est partagé par l'ensemble de la représentation nationale, que Christine Albanel a indiqué, et elle a reconnu que cette faute aurait dû être sanctionnée, je veux le dire, parce qu'elle l'a dit devant les membres de notre commission d'enquête, elle s'en est pas lavé les mains, même si effectivement le comité d'éthique ne s'est pas auto-saisi de ce sujet, ce qu'on peut regretter, comme vient d'indiquer Monsieur le rapporteur. Je vais laisser d'abord le secrétaire général qui va répondre sur la question d'avant et ensuite je reprendrai la parole sur votre question, monsieur le rapporteur. Sur ce que vous évoquez sur les marchés de Noël, c'est Radio France, c'est pas France Télévisions, c'est donc sur notre site et c'est bien Radio France qui a publié ce. Alors il ne s'agit pas pour nous de se défausser, simplement comme l'a expliqué la présidente tout à l'heure, franceinfo.fr, c'est une œuvre commune de Radio France et de France Télévisions. Quant au SHIPIP, pardon, tu veux. Ok, vas-y. Non, juste parce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, et je pense que c'est important, je ne considère pas du tout que nous soyons en tout point irréprochables. Ce n'est pas mon propos. J'ai simplement indiqué, parce que ce que vous disiez avait l'air très très grave, vu de chez moi, qu'il y avait un organe de contrôle, et pas qu'un d'ailleurs, qui était notamment l'ARCOM, et qu'en matière de sanctions, je parle de sanctions, une mise en garde n'est pas une sanction, c'est là la nuance, mais on pourra faire la liste des mises en garde, bien sûr, et de manière générale, je ne considère pas du tout que nous soyons irréprochables. Vous avez cité des problèmes d'antenne, qu'évidemment j'ai vus, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos introductif, les problèmes répétés que nous avons eus, à la fois sur France Info d'ailleurs, sur le bandeau, qui était une erreur. Bien sûr qu'il y a eu des conséquences et il y a eu des sanctions suite à ça. Il y a eu une autre erreur, pas une erreur d'ailleurs, une faute sur Gaza Rivera qui a eu des conséquences très directes puisqu'il y a eu un changement de direction à la tête de France Info. Donc bien sûr qu'il y a parfois des erreurs, parfois des fautes, et qu'il doit y avoir une réaction. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que l'information de France Télévisions n'est pas rigoureuse, n'est pas impartiale, puisque je vous ai donné une certaine liste d'études et on pourrait en donner d'autres, que cette information surtout, et ça je crois que c'est peut-être le plus précieux, a la confiance des Français. On sait que comparer la confiance qui est mise dans l'information du service public en général est très très au-dessus de l'information que les Français mettent dans les chaînes privées, et alors sans comparaison aucune avec la confiance qu'ils accordent aux réseaux sociaux et qui est assez faible.
Donc, en fait, ma position est pleine de nuances et je vous l'accorde, il y a eu des erreurs. J'en ai d'ailleurs tenu compte, comme je souhaite qu'on en tienne compte à chaque fois qu'elles se produisent. Rapporteur, j'indique juste que pour que les membres des différents groupes politiques puissent s'exprimer, et monsieur le rapporteur, je vous céderai à nouveau la parole pour la durée que vous souhaitez. Je vous propose, si vous êtes d'accord, chers collègues, que le rapporteur puisse poser encore quelques questions et qu'à 17h15, pour 4-5 minutes, dans 5 minutes, je puisse permettre aux groupes politiques, si vous en convenez, de prendre la parole chacun pour 2 minutes. Madame la Présidente, je vous laisserai répondre en bloc aux questions des groupes politiques et des députés. Et ensuite, monsieur le rapporteur pourra reprendre sa série de questions. Donc je laisse le rapporteur poser encore quelques questions. Des réponses courtes, Madame la Présidente. Dans 5 minutes, je donne la parole aux groupes politiques pour qu'ils puissent s'exprimer. Réponse aux groupes politiques. Et ensuite, le rapporteur pourra reprendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais vraiment vous demander, merci pour vos réponses, Madame la Présidente, mais je vais vraiment vous demander de faire des réponses courtes. Et 3 minutes 30 ne suffiront pas à poser quelques questions, mais je garantis à l'ensemble des groupes présents ici qu'ils auront le droit à la parole, probablement qu'une dizaine ou une quinzaine de minutes, avant de faire une première pause, une salve de questions, seront nécessaires. Monsieur le rapporteur, pardon. Je voudrais Monsieur le rapporteur, si je décide de quand je donnerai la parole au groupe politique. Là, il manque 3 minutes. Je vous laisse. En 3 minutes, on n'arrivera jamais à faire une question, une réponse. Monsieur le rapporteur, je vous laisse poser quelques questions. La présidente répond rapidement. Et dans 5 minutes, si c'est 6 minutes, ce sera 6 minutes. Dans 5-6 minutes, je laisse la parole au groupe politique. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, donc vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs sur la ligne éditoriale sur un certain nombre de sujets. Vous le reconnaissez, mais je m'étonne que vous n'ayez à aucun moment saisi votre comité d'éthique. La PDG de Radio France, elle, l'a saisi à plusieurs reprises. Il y a un décalage criant entre la saisie de votre comité d'éthique, l'utilité de votre comité d'éthique, les moyens que vous lui accordez et ce qui est fait chez Radio France. Donc vous pouvez peut-être constater des erreurs devant la représentation nationale, mais encore faut-il, selon moi et selon beaucoup de Français, prendre ses responsabilités, saisir votre comité d'éthique et jouer votre rôle de présidente qui, à nouveau, est garante des principes de neutralité. Et j'ai 2 questions à vous poser, puisque j'ai cru comprendre qu'on allait faire circuler la parole à l'ensemble des groupes. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé ces dernières semaines qui ont choqué des millions de Français. Madame la Présidente, en pleine crise du Covid en 2020, France Télévisions, selon la Cour des comptes, page 163 du rapport, a dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails, soit 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, alors que l'ensemble des Français étaient confinés, les rassemblements étaient interdits, les déplacements professionnels extrêmement limités et l'ensemble des fêtes annulées. Comment est-ce que vous justifiez de telles dépenses ? Est-ce que vous avez l'impression que France Télévisions s'est mise au-dessus des lois ? Alors tout d'abord, monsieur le rapporteur, je voudrais réagir à votre affirmation qui est de dire qu'il faut saisir le comité d'éthique. Le comité d'éthique, comme on l'a dit, le CHIPIP, est indépendant de France Télévisions. Ce n'est pas un organe de France Télévisions. Et dans la loi qu'il a instituée, c'était un relais plutôt des téléspectateurs ou de l'ARCOM qui pouvaient le saisir. Moi, je n'ai pas besoin du CHIPIP pour, avec évidemment le directeur de l'info, et surtout en soutenant le directeur de l'info, que l'organisation France Télévisions prenne les décisions qui conviennent quand il y a une faute. On a, je pense, besoin du CHIPIP, peut-être, pour éclairer plus la représentation nationale et puis les Français aussi. Et c'est pour ça qu'avec Christophe Tardieu, une des propositions, c'est que le CHIPIP puisse, une fois par an, choisir au hasard les programmes qu'il veut étudier, fasse une analyse un peu à froid et restitue l'ensemble et des saisines et de ces saisies aléatoires, à la fois au conseil d'administration et évidemment on publiera les rapports. Donc moi je ne pense pas, contrairement peut-être à ce que vous indiquez, monsieur le rapporteur, que l'existence d'un CHIPIP soit l'alpha et l'oméga du fonctionnement d'une entreprise. Bon, ça c'est une fois que j'ai dit ça. Est-ce que vous regrettez, Madame la Présidente, que par exemple le conseil d'administration n'ait jamais saisi les CHIPIP? C'est ce que Madame Albanel nous a indiqué. Oui, c'est vrai. On a prévu d'ailleurs de faire un rapport annuel au conseil d'administration et du CHIPIP, inviter notamment les membres du CHIPIP à échanger avec le conseil d'administration. Alors, vous posez la question, donc en effet, j'ai vu ce qui a circulé sur les frais de Cannes.
Alors, je tiens à dire quand même assez solennellement, les frais de réception, que pendant le Covid, monsieur le rapporteur, France Télévisions était en première ligne. Toutes les équipes ont été sur le pont sans s'arrêter, et ce, malgré les confinements. Ce fut le cas, évidemment, dès les premiers jours, avec notre mission d'information et nos journaux télévisés qui ont fait des audiences records. Nous avons ensuite engagé, dès les premières semaines, des cours d'école à la maison pour prendre le relais des écoles fermées. Je vous rappelle qu'on touchait à peu près 1 million d'enfants par jour. Nous avons ensuite permis la continuité de la création et l'exposition du travail des artistes, alors que les lieux culturels étaient fermés. Alors oui, on a fait des dépenses, non pas de réception, mais de restauration. Parce que je vous rappelle que toutes les cantines étaient fermées, que les restaurants étaient fermés. Et oui, je le dis ici, les services généraux ont pris sur eux de commander des paniers repas, parce que c'est un scoop. Les techniciens à France Télévisions, ils mangent à midi. Les profs de l'éducation nationale qui ont assuré l'école, ils mangent à midi également. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer à être en première ligne sur ce sujet. Donc 44% de ce que vous indiquez correspondent aux dépenses des équipes de tournage de fiction et des autres tournages, soit 658 000 €. Vous êtes précis, je suis précise. 19%, soit 290 000, concernent les équipes de France 3 et Outre-mer. C'est les dépenses de restauration des personnels. Ils ont continué à travailler. Il n'y avait plus de cantine, je le redis. Et 18%, soit 274 000 €, concernent la direction des sports, notamment le Tour de France et Roland-Garros, qui se sont quand même déroulés, mais exceptionnellement, on se le rappelle, à l'automne. La part des dépenses de réception que vous mentionnez, de la présidence et du secrétariat général, a été de 11 000 € en 2020, soit 200 € par semaine, pour une équipe constituée de plusieurs personnes et qui a comme mission de représenter quotidiennement une entreprise qui a une antenne 24 heures sur 24 et fonctionne donc à plein régime. Je vous redis que pendant le Covid, comme les soignants, nous avons fonctionné à plein régime. Même du coup, Madame la Présidente, que la Cour des comptes n'ait pas ce niveau de détail et que ça ait pu créer un peu de la confusion, parce que vous nous indiquez, et je pense que vous avez confirmé ces chiffres, que donc les frais de représentation de la présidence, c'est-à-dire vos frais de représentation, ceux du secrétaire général, se sont élevés à 11 000 €, ce qui est très loin effectivement des millions d'euros. Est-ce que du coup, vous regrettez que la Cour des comptes ne soit pas allée dans ce détail est-ce que vous avez répondu à la Cour des comptes sur ce sujet? Alors, je le redis ici, comme la Cour des comptes a pu le rappeler dans son communiqué, c'est la Cour des comptes qui décide ce qu'elle regarde pas. Et je peux vous dire qu'elle est restée longtemps chez nous, on a fourni à peu près tous les chiffres. Je pense que le tableau qui figure dans le rapport de la Cour des comptes n'est pas hyper clair, parce qu'il y a des lignes qui se chevauchent, etc. Mais bien sûr qu'on peut répondre à la représentation nationale. En tout cas, les 46 millions que j'ai vus circuler sont clairement des frais de train, d'avion, des frais de repas, enfin des choses qui sont utiles au service. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Comme en effet vous avez prévu d'auditionner le directeur financier, il pourra rentrer dans un détail encore supplémentaire de ce que nous avons donné à la Cour des comptes. Mais en tout cas, une chose est claire, et je le redis ici, parce qu'en effet, j'ai vu circuler des informations qui ne sont pas exactes. Pendant le Covid, c'était des frais pour alimenter ceux qui travaillaient et qui étaient en première ligne. Et pour qu'il n'y ait pas de fantasme, j'indique que le rapporteur a le droit de demander des documents et que s'il le souhaite, il pourra faire effectivement toute la lumière sur ces questions-là et que France Télévisions a d'ores et déjà indiqué qu'il était prêt à lui communiquer tous les documents qu'il souhaitait. Monsieur une dernière question et ensuite on ouvre le tour de table des différents groupes politiques. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi de m'étonner sur un point, c'est que ces frais de cocktail et de réception, je ne travestis pas les faits, qui sont expressément cités par le rapport de la Cour des comptes, sont 3 fois supérieurs en 2020, en pleine année Covid, à chacune des 2 années suivantes. Alors, j'écoute votre explication. Vous m'indiquez que ça a été des frais de cantine, notamment pour bénéficier aux personnes qui étaient en première ligne lors du Covid. 44%. 44%, ça fait donc plus de la moitié, soit près d'1 million d'euros, près de 900 000 € qui ont été consacrés à des frais de cocktail et de réception. Comment justifiez-vous, si on est de 1 million, vous expliquez que ce n'est pas 1,5 million, le rapporteur finit sa question, la présidente peut comment répondre. Justifiez-vous qu'il y ait eu 1 million d'euros de frais de cocktail et de réception
en pleine année alors que tout était bouclé en France? Madame la Présidente, Je crois que je n'ai pas été assez explicite, monsieur le mais c'est pas- rapporteur. la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Il n'y a Allez-y, madame. évidemment eu aucune réception pendant le Covid. Je dis simplement que nous avons dû fonctionner dans des circonstances particulières et que tous ceux qui ont dû travailler pendant cette période ont constaté, notamment les entreprises. Et donc, je vous redis qu'il s'agit majoritairement de frais, et je vous ai donné d'ailleurs le détail, et je vous le redonnerai par écrit si je n'ai pas été assez claire, mais il s'agit de frais de repas pour les salariés qui travaillaient. Voilà. La ligne s'appelle frais de réception et achats alimentaires. Oui, la ligne s'appelle frais de réception Voilà. et achats alimentaires. Donc, il faut considérer que c'est des achats alimentaires. Il faut être clair pour ceux qui nous regardent. Le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions est disponible en ligne. Et effectivement, et je ne viens pas en défense de France Télévisions, je viens préciser pour celles et ceux qui nous écoutent, pour les collègues parlementaires, que la ligne est très générale. Et donc, si le rapporteur veut avoir dans le détail les frais de représentation de la présidence et du secrétariat général, vous nous indiquez que c'est 11 000 €, vous communiquerez des documents et chacun pourra se faire un avis. Mais je le redis ici, j'ai le tableau sous les yeux, le rapporteur aussi, c'est une ligne très générale qui inclut aussi les dépenses que vous avez effectuées pour vos salariés, des journalistes qui étaient présents sur le terrain. Voilà. Après, chacun peut juger des montants, ça c'est, je dirais pas de mon rôle de président, je n'ai pas qualifié ces montants, mais il faut être précis. Monsieur le rapporteur, une dernière question. Absolument. Et ensuite, on ouvre le tour de table. Avant d'ouvrir le tour de table, une question qui est importante, qui a suscité l'émotion je pense, de millions de Français. La Cour des comptes donc, a fait état de la gravité de la situation financière de France Télévisions. C'était le sens de ma première question de cette audition. Un déficit cumulé de 81 millions d'euros, une trésorerie qui est désormais négative, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, une situation de quasi-faillite selon le Code du commerce, de quasi-dissolution selon le Code de commerce. Et pourtant, la Cour des comptes nous a appris, Madame la Présidente, que vous bénéficieriez cette année d'une prime de performance, ou en tout cas d'un variable sur atteinte d'objectifs. Madame la Présidente, j'imagine que dans un contexte où on demande toujours plus d'efforts aux Français, nous sommes bien placés, nous députés, pour le dire, puisque dans ces débats budgétaires, eh bien, le nombre d'augmentations d'impôts et de taxes est croissant. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant exact de votre rémunération? Percevrez-vous cette année une prime de performance ou un variable sur atteinte d'objectifs? Et si oui, quel en est le montant? Monsieur le secrétaire général, je vous laisse. Bien sûr. Je vous Merci, laisse Monsieur le répondre. Président. Monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question, la part variable dans la rémunération de Delphine Ernotte est prévue dans son contrat qui est signé avec l'État. Bien. Comme n'importe quel dirigeant d'entreprise publique, ce dernier passe un contrat avec l'État dans lequel est prévue sa rémunération. Et depuis une dizaine d'années, il est en effet prévu une part fixe et une part dite variable. Et la part variable est attribuée en fonction de critères extrêmement précis. Il y en a 5 ou 6 en fonction des années. Ces critères sont fixés par le comité des rémunérations, qui est une instance du conseil d'administration et qui est ensuite présenté au conseil d'administration pour validation. Et à chaque fin d'année, on vérifie si ces critères ont été atteints ou non. Et donc, cette vérification permet de dire que sera attribué 70%, 80%, 90% de la part variable de la présidente. Donc, le fait de percevoir la part variable n'a strictement rien à voir avec la situation financière de l'entreprise. Et c'est exactement la même chose pour l'ensemble des salariés de France Télévisions qui bénéficient ou non d'une part variable. Bon nombre de directeurs de France Télévisions, dans leur contrat, bénéficient d'une part variable, ont une part variable. Et cette dernière, évidemment, répond à un certain nombre de critères. Lorsque les critères sont atteints, la part variable est versée tout ou partie. Et lorsqu'ils ne sont pas atteints, la part variable n'est pas versée du tout. C'est bien comme cela que cela procède. Et s'agissant de la part variable de la présidente, ces critères de part variable sont déterminés en lien avec les tutelles, en lien avec l'État, qui est l'actionnaire, ce qui est tout à fait pertinent. Et si les critères sont atteints, la part variable est versée. S'ils ne sont pas atteints, elle n'est pas versée. Merci, monsieur le secrétaire général. Ce qui me permet, oui, je vais vous laisser la parole, ce qui me permet de préciser quand même, parce que je pense que c'est important, puisque les Français regardent, et ce n'est pas toujours le cas, notre Assemblée travailler, que le politique, c'est-à-dire les députés que nous sommes, les ministres,
ont aussi un rôle et qu'en l'occurrence, la rémunération des dirigeants des entreprises publiques dépend en partie de la loi, donc des parlementaires qui sont ici, est un décret pris à l'époque du président Hollande qui avait encadré la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Ce que j'essaye de dire, et c'est important que chacun l'ait en tête, parce que ces questions-là suscitent beaucoup de fantasmes, que Madame Ernotte ne définit pas son salaire, puisqu'il est encadré et plafonné en vertu de ce décret qui date de 2012 et qui prévoit un plafond. Et que par ailleurs, j'indique que chacun pourra aller comparer les rémunérations des dirigeants de l'audiovisuel privé. Alors on peut considérer que comme c'est de l'argent privé, c'est un sujet différent. Mais si les parlementaires que nous sommes contestons votre rémunération, il nous appartient de le changer, puisque je rappelle que c'était un décret pris par le ministre. Et donc monsieur le rapporteur pourra interroger le moment venu la ministre de la Culture, puisque nous l'auditionnerons, et éventuellement d'autres acteurs politiques de l'État, pour qu'ils puissent expliquer ces rémunérations. Mais je veux être précis parce qu'on ne peut pas laisser penser ici, monsieur le secrétaire général et monsieur le rapporteur, que la rémunération de madame Ernotte dépendrait de son bon vouloir, voire même du conseil d'administration. C'est une particularité des entreprises publiques. Merci, Monsieur le Président. Je crois avoir posé une question simple que se posent nombre de Français. Je n'ai pas eu de réponse. Quelle est la part variable qui sera attribuée cette année à la présidente de France Télévisions? Vous nous expliquez que la part variable est indépendante des résultats de l'entreprise. J'ai été moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise et chef d'entreprise. L'ensemble des parts variables étaient d'une façon ou d'une autre dépendantes des résultats de l'entreprise. C'est la moindre des choses et je m'étonne de votre justification. Je m'étonne d'autant plus de l'absence de réponse sur le montant. Quel est le montant de la part variable qui sera attribuée cette année que la Cour des comptes nous a signalé? Et dernier point, je reçois nombre de réactions à la réponse précédente que vous nous avez faite. Beaucoup de soignants de l'hôpital public qui étaient encore plus en première ligne en 2020 au cours de l'année Covid m'indiquent que jamais l'hôpital public ne leur a payé leur repas. Comment justifiez-vous que le 1,5 million de frais de cocktail et de réception, vous estimez que c'est 44%, vous nous expliquez qu'il y a eu des rémunérations de frais de repas, et j'ai l'impression que l'ensemble des fonctionnaires, y compris en première ligne à l'hôpital, n'ont pas bénéficié des mêmes largesses. C'est une deuxième question que je vous pose, parce que j'ai l'impression qu'elle suscite un peu l'indignation, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, deux questions en une, et ensuite, je vous le promets, on passe à la question à l'ensemble des députés. D'accord, monsieur le rapporteur, je l'ai indiqué en préambule de cette audition, on n'est pas dans un live tweet en direct, on n'est pas sur TikTok, X et Facebook en temps réel. On est là. Non mais même Parmentier, vous aurez... Non, mais vous aurez... je n'ai pas remis en cause. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore président de cette commission d'enquête, j'ai le droit de m'exprimer 2 minutes. Je dis simplement qu'on n'est pas en temps réel perfusé sur les réseaux sociaux. On est dans le cadre d'une commission d'enquête. Vous êtes concentré au nom des Français, vous êtes concentré sur l'audition de la présidente de France Télévisions et du secrétaire général. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'elle a répondu à quasiment toutes les questions. On ne va pas faire de hiérarchie entre les Français, pardon. Les soignants ont joué un rôle décisif pendant le Covid et la crise sanitaire. Nous les en remercions collectivement. On ne va pas commencer à hiérarchiser. Il y a eu aussi des journalistes qui ont contribué à l'information. Je pense que les Français étaient très heureux de pouvoir allumer leur télévision et regarder les chaînes privées comme publiques pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Les journaux n'ont jamais eu autant d'audience. France Télévisions, comme TF1, comme les chaînes d'information continue qu'au moment du Covid, on sait très bien que c'était le grand rendez-vous. Les Français se retrouvaient le soir autour de leur poste de télévision pour pouvoir regarder ces journaux télévisés qui étaient parfois le seul moment de la journée où on avait une forme d'espérance dans ces temps troubles. Donc, pardon, monsieur le rapporteur, je suis un peu vif, mais commençons pas à hiérarchiser celles et ceux qui ont joué un rôle important et décisif pendant la crise sanitaire. Je crois qu'on était tous très heureux d'avoir aussi des journalistes qui pouvaient nous informer, quelles que soient les antennes, les programmes et le lieu où elles exerçaient leur métier et leur fonction. Maintenant, Madame la Présidente, je vous laisse répondre à la question précise du rapporteur. Mon secrétaire général va répondre. Juste, je vous remercie d'avoir dit ça, parce qu'en effet, ce n'était pas du tout mon intention de nous comparer en quelque forme que ce soit. C'était simplement pour rappeler que France Télévisions a travaillé très fortement pendant la période. Bon, ceci étant dit, je voudrais juste dire, Christophe Tardieu répondra sur la part variable, et je vous dirai pourquoi c'est lui qui répond d'ailleurs. Je voudrais simplement dire que le salaire dans sa forme, avec une part fixe, une part variable, tel qu'il est prévu pour moi aujourd'hui, est exactement le salaire qui a été décidé pour Rémi Fimelin en 2010 par Nicolas Sarkozy, donc à l'euro près.
Donc je dis juste que depuis 15 ans, c'est la même chose. Après, on peut discuter, est-ce que c'est trop, pas assez, c'est pas moi qui décide. Vous l'avez bien rappelé, c'est en effet le ministre des Finances. Alors, comme nous étions attachés à faire des réponses courtes mais précises, on va continuer dans cet esprit. Donc, comme l'a souligné la présidente, le montant de son salaire, ce n'est pas elle qui le détermine, mais en effet, c'est l'État. Il est d'ailleurs correspond grosso modo au salaire des dirigeants des grandes entreprises publiques françaises dont l'État est actionnaire à 100%. Le montant, il est public. Il se monte à 322 € fixes et une part variable d'un montant maximum de 78 000 €, soit un montant total maximum de 400 000 €, brut évidemment. Et pour répondre à la question de monsieur le rapporteur, il y a dans les critères de la part variable, en effet, un critère qui porte sur les résultats budgétaires et comptables de l'entreprise. Et donc, en effet, en fonction de la dégradation des comptes, il est probable, mais c'est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que cette part d'objectif ne sera sans doute pas atteinte et donc ne sera pas versée dans le montant de la part variable. Mais il n'y a pas que les montants liés aux résultats économiques et financiers de l'entreprise dans les critères de la part variable. Je précise que la présidente n'intervient pas dans les discussions avec l'État sur le montant de sa part variable et que lorsque le montant est examiné et approuvé par le conseil d'administration, la présidente se déporte et ne siège pas pendant cette période du conseil d'administration. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général, pour cette réponse transparente. Et je laisse la parole à Mme Mansouri pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être rapide à mon tour. Juste simplement revenir sur la question qui a été posée plusieurs fois par Monsieur le rapporteur. Il a effectivement cité les réactions sur les réseaux sociaux qui sont absolument légitimes puisque ce sont des Français aussi qui parlent et qu'il s'agit de leur argent. Madame la Présidente, vous n'avez pas justifié encore une fois les montants qui ont augmenté pendant cette période de confinement concernant la réception et les cocktails, alors même qu'aucun rapport de Cour régionale des comptes, et voilà une autre source, aucun rapport de Cour régionale des comptes ne montre que ces dépenses-là ont augmenté pour d'autres services publics, sans vouloir faire bien sûr de hiérarchie. Mon deuxième point porte sur la neutralité du service public, évidemment. Pour poser un peu de contexte, 70% des Français estiment qu'il y a une dégradation de l'information du fait de l'orientation de plus en plus des journalistes, et je crois que le service public est tout à fait concerné aussi. Madame la Présidente, vous condamnez régulièrement l'idéologie des CNews que vous considérez être d'extrême droite, peut-être trop libérale ou trop conservatrice. Pardonnez-moi, et avec tout le respect, je ne crois que ce n'est pas de votre rôle ni de votre ressort de critiquer le contenu d'une chaîne privée. En revanche, il est de votre ressort, par contre, de garantir la neutralité du service public de l'audiovisuel. Et quand on voit que 4% du temps de parole seulement est alloué à des personnalités de droite, quand 24% est alloué à des personnalités de gauche, je crois qu'on peut se poser des questions. Donc je vous le demande, Madame la Présidente, est-ce que vous envisagez des dispositifs pour arriver à une égalité parfaite des contenus sur les chaînes de l'audiovisuel public, ou au moins peut-être à l'équité, puisqu'on sait aujourd'hui que la majorité des Français sont de droite, donc pourquoi pas envisager peut-être du contenu un peu plus à droite. Enfin, comme vous êtes très ferme, je le disais tout à l'heure, sur le contenu de chaînes privées, comme c'est le cas pour CNews, est-ce que vous ne considérez pas parfois qu'il y a de l'idéologie qui est un peu excessive aussi? Et je conclurai là-dessus pour citer quelques exemples. Le rapporteur l'a fait tout à l'heure. Vous avez parlé de détails. Voici d'autres titres qui sont particulièrement excessifs dans l'intitulé. Pourquoi les Blancs du Nord polluent le Sud global? Les vaches premières victimes du machisme agro-industriel. N'est-ce pas là de la caricature et du progressisme excessif? Merci, chers collègues. Vous aurez donc tout le loisir, Madame la Présidente, de répondre à la question: est-ce que les Français sont de droite? Je laisse la parole à Madame Calves, Ensemble pour la République. Mais plus sérieusement, je ne doute pas que vous répondrez aux questions de Madame Mansouri. Madame Calves. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme nous y invitent les principes de transparence de cette commission, j'ai été membre du conseil d'administration de France Télévisions au nom de l'Assemblée nationale en 2023-2024 et ai rapporté plusieurs années la mission d'avance à l'audiovisuel public et encore dernièrement avec Sophie Tellier-Polian sur les derniers contrats d'objectifs et de moyens, les COM toujours non finalisés.
Au nom des députés d'Ensemble pour la République, j'aimerais rappeler notre confiance dans les missions et l'utilité de l'audiovisuel public, son rôle dans l'information, pour la cohésion de notre société, pour la création et la culture de notre pays. Madame la Présidente, concernant la création et la valorisation du patrimoine audiovisuel français, vous avez souligné la part importante de France Télévisions dans le financement du cinéma, des séries ou encore, comme vous l'avez souligné, dans les documentaires, souvent de grande qualité et de diversité. Pourriez-vous nous donner de plus amples précisions et nous préciser surtout le processus par lequel France Télévisions sélectionne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles qu'elle va acquérir auprès des sociétés de production? Quels sont les critères éditoriaux, financiers, stratégiques? Comment sont déterminés les niveaux de prix lors des négociations d'acquisition? Quelles garanties vous mettez en place pour assurer transparence, équité entre les producteurs et donc l'efficacité aussi de la dépense publique? Et quels sont les droits dont vous disposez sur ces œuvres que vous financez? Et puis j'avais une autre question aussi sur les coopérations. Vous avez eu beaucoup de coopérations à mettre en œuvre. On va passer vite sur les différentes modifications ou tentatives de modification de la gouvernance, mais vous avez à pouvoir nous dire aujourd'hui, on est en plein dans le fonctionnement de l'audiovisuel public et dans ces coopérations, c'est important de pouvoir le faire. Enfin, une question de prospective qui concerne le fonctionnement et l'avenir de tous les médias, c'est l'intelligence artificielle. Je voulais savoir aujourd'hui quelles sont les principales stratégies, investissements de France Télévisions dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans la production, l'indexation des contenus, la recommandation ou l'automatisation de certaines tâches. Comment, et là on touche à la question de la neutralité également, c'est comment France Télévisions encadre-t-elle l'usage de l'IA pour garantir le respect de la déontologie journalistique, la protection également des droits d'auteur et la lutte contre les risques de désinformation? Je vous remercie. Ce qui me permet d'indiquer à celles et ceux qui nous écoutent que vous avez produit, Mme Calvez, un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la culture qui évoque ces questions-là et qui est tout à fait pertinent. Je donne la parole maintenant à M. Aymeric Caron, que je remercie par avance de déclarer, comme l'a fait Mme Calvez, tout intérêt public ou privé qu'il aurait eu ou aurait dans l'audiovisuel. Si ce n'est pas décompté de mon temps de parole, je veux bien. J'ai été salarié du service public. Je suis peut-être même le seul ici, d'ailleurs, à l'avoir été. Donc, évidemment, ça m'octroie un prisme particulier. Et c'est l'occasion de rappeler ici tout l'attachement que j'ai au service public, que je ne souhaite absolument pas voir privatisé, mais qu'au contraire, je souhaite voir renforcé. Merci. Je vous laisse poser votre question et intervenir, M. Caron. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, alors renforcer l'audiovisuel public, justement, comme je le souhaite, ça passe par la conformité à des exigences, et notamment des exigences éthiques. J'ai peu de temps et 6 questions. Je vous remercie d'avoir la gentillesse de tenter de répondre à chacune d'entre elles. Premièrement, est-ce que vous trouvez normal que l'Arcom s'en soit pris récemment et 2 fois de suite à l'émission Complément d'enquête sur France 2 ? D'abord en venant à la rescousse de CNews, alors qu'aujourd'hui Libé donne raison à Complément d'enquête, puis en adressant une mise en garde suite à un sujet sur le Sénat qui n'avait pas plu à son président Gérard Larcher. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que le président du Sénat, qui nomme 3 membres de l'Arcom, intervienne pour faire sanctionner une émission de France Télé ? Deuxièmement, est-ce que vous trouvez normal que la chaîne Info de France Télé ait embauché des chroniqueurs venus de CNews, chaîne dont vous dites vous-même qu'elle est d'extrême droite ? Troisièmement, est-ce que vous trouvez normal d'avoir nommé à la tête du plus gros JT de la télévision publique la compagne d'un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle ? Quatrièmement, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen, dont on connaît désormais le positionnement politique entre PS, Macron, Glucksmann, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen soit depuis 14 ans le seul éditorialiste de l'émission phare d'Access de France Télé et que les téléspectateurs n'entendent chaque soir que son avis? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire entendre d'autres voix, celle de l'anticapitalisme écologiste par exemple? Cinquièmement, est-ce que vous trouvez normal qu'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, par ailleurs directrice des rédactions nationales de France Télé, affirme sur France Info TV que les musulmans sont antisémites? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre jour, elle se retrouve sur la scène du CRIF avec l'ambassadeur de l'État voyou israélien en train de tutoyer son ami négationniste Raphaël Enthoven? Vous savez, c'est l'homme qui prétend qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza. Tout ça avant de recevoir le même Enthoven 2 jours plus tard sur son plateau de France Télé sans indiquer aux spectateurs, évidemment, sa relation réelle avec cet invité. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle continue à nier, contre l'avis de tous les spécialistes, la réalité du génocide à Gaza? Ce qui m'amène à cette dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que France Télé ait, depuis octobre 2023, invisibilisé le calvaire des Palestiniens à Gaza en le taisant, en le cachant, comme le prouvent plusieurs études, et qu'elle ait choisi d'adopter le point de vue du gouvernement criminel israélien? Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus impardonnable des fiascos
de France Télé depuis 2 ans. Merci, Monsieur Caron. J'indique, si on peut, dans cette commission, éviter de qualifier des intervenants qui ne s'y trouvent pas, comme vous venez de le faire, en l'occurrence de Raphaël Enthoven, que vous venez d'accuser, Monsieur Caron, de négationniste, je vous cite. C'est un fait, Monsieur le Président. Je vous laisse... C'est un fait. Quand on dit qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, c'est nier une réalité factuelle. Monsieur Caron. Alors qu'ils ont été assassinés en quantité, plus de 250 journalistes assassinés à Gaza depuis octobre 2023. Donc il est assez incroyable, effectivement, que ce genre de personnage soit invité sur le service public comme expert. Monsieur Caron, j'indique simplement que le cadre de cette commission d'enquête... Monsieur Caron, nous sommes ici dans le cadre d'une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Vous pouvez poser toutes les questions, vous en avez posé des nombreuses. J'indique que ce n'est pas le lieu, dans cette commission d'enquête, à partir du moment où la personne que vous accusez de négationniste n'est pas présente, de le faire. Je me permets de vous le dire. Je suis le président de cette commission d'enquête. Je le répète, c'est juste un fait. Vous avez le droit de contester le fait que je vous l'indique, mais je vous le dis. J'exprime simplement mon désaccord avec votre point de vue, Monsieur le Président. Et je laisse la parole à Madame Aïda Hadizadeh pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Bon, on a assisté dans cette première partie d'audition à des questions qui ont démontré tout l'intérêt de la représentation nationale pour la bonne dépense des deniers publics. On ne peut que s'en féliciter. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout argent public doit être dépensé de manière rationnelle et doit être transparente. Je m'étonne aussi que ça vient de ceux qui font alliance avec un parti qui a détourné beaucoup d'argent public. Et je m'étonne aussi, je pense que venant de ce bord-là, pour s'appliquer cette transparence à nos propres deniers publics, par exemple à rendre transparent comment nous députés, nous dépensons l'argent public, je pense qu'on ne les retrouvera pas de notre côté si jamais on venait à le demander. Moi, je suis pour la transparence totale de chaque euro public dépensé. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, que dans les réponses que vous avez apportées, je pense qu'il faut muscler votre réponse parce que vous avez des apprentis vétérinaires à vos portes. Je pense, moi, à cette expression populaire. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là, les apprentis vétérinaires, ils vous en ont trouvé quantité de rage. Vous êtes trop cher, vous êtes trop biaisé, vous dépensez mal l'argent, vous êtes trop rémunéré. Combien de petits fours avez-vous mangé? Est-ce que quelqu'un a repris du dessert? On est dans un niveau stratosphérique de rage détectée. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas digne de la démocratie. Mais ce n'est pas étonnant, parce que les pouvoirs, ceux qu'ils représentent, l'extrême droite ou la droite qui s'est extrémisée, quand ils viennent au pouvoir, la première chose qu'ils attaquent, c'est bien l'indépendance de l'audiovisuel public. Et c'est par là qu'ils commencent. Pourquoi ils commencent par là? Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on représente le monde. Et ceux qui contrôlent la représentation du monde contrôlent comment les gens perçoivent le monde, contrôlent la culture. Vous êtes au cœur de la bataille culturelle. Vous êtes l'enjeu de la bataille culturelle. Et je dois vous dire que j'aimerais que vous soyez un peu plus armés pour répondre à cette bataille culturelle. Vous devez faire un effort sur la transparence de votre compte public. Vous devez faire un effort aussi sur les systèmes d'alerte quand il y a des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements qui sont remontés ne sont pas de nature à ébranler une institution aussi vieille et importante que la vôtre. Mais pour autant, les réponses que vous y apportez sont un peu inquiétantes. Je termine sur une dernière chose. La bonne dépense de l'argent public commence aussi par les frais de taxi. Moi, je m'étonne que quand je viens à France Info et que je suis invitée, et c'est une très bonne chose pour pouvoir m'exprimer sur vos chaînes d'infos, eh bien, le taxi est automatiquement pris en charge. Chez vos concurrents, ce n'est pas le cas. Il y a un budget taxi, on nous dit, vous habitez trop loin, moi j'habite en banlieue, on ne le prendra pas en charge. La bonne dépense de l'argent public, c'est aussi là. Pardon de descendre à ce niveau-là, mais je pense que l'argent public doit être dépensé de manière très précautionneuse. Merci. Donc on peut prendre dans ces cas-là ici tous l'engagement que quand on est invité sur le duel public, on refuse le taxi qui nous est proposé. Voilà, ça sera une contribution de la représentation nationale. Bon, je pense qu'il faut avancer maintenant. Monsieur Tchekoli pour la droite républicaine. Madame la Présidente, en préambule à ma prise de parole, je tenais à redire que, ainsi que mon groupe, nous sommes bien évidemment profondément attachés au service public audiovisuel. Et nous considérons qu'il a toute sa place, bien évidemment, dans cette offre. Pour autant, les autres médias privés ont également toute leur place. N'en déplaise à certains de mes collègues, je pense que cette complémentarité, les Français y ont droit. Ils ont le droit de choisir le média qu'ils veulent consulter et bien évidemment d'entendre quelque part ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, par contre, il y a une mission qui vous est propre, et je voudrais revenir dessus en premier lieu, c'est ce qui relève des antennes régionales de France Télévisions, dont le travail, il faut bien le dire, serait difficilement remplaçable par des opérateurs privés, avec une qualité de service équivalente. En effet, ce service que vous apportez,
on peut difficilement le rendre, entre guillemets, réaliste en matière financière. Alors, les langues régionales, qui gagnent par exemple énormément à être soutenues par votre média, c'est cet attachement qui m'a conduit à siéger aujourd'hui dans cette commission et dans la défense de ce que vous pouvez apporter par rapport à ce que les autres médias ne font pas. Alors pour autant, lorsqu'on est attaché au service public audiovisuel, on a le souci de sa bonne gestion ainsi que de son impartialité. Alors l'impartialité, ça a été dit par certains de mes collègues, on peut s'étonner quand même des chiffres concernant les temps de parole accordés aux invités entre la gauche et la droite. Ce sont des chiffres notamment qui avaient été relevés par l'Institut Thomas More, et ces chiffres sont quand même éloquents, on est loin de quelques pourcents d'écart. On est sur des rapports de 1 à 6. On peut même dire que les personnalités de droite sont 7 fois plus attaquées que défendues. Vous voyez, donc je pense que là-dessus, dans ce qui est un média public, on doit arriver à avoir une représentativité qui se rapproche beaucoup plus d'une réalité. Il apparaît également que les équilibres financiers de France Télévisions sont aujourd'hui préoccupants, avec un déficit important malgré un niveau de financement public considérable. Je rappelle que chaque Français octroie chaque année plus de 38 € à votre groupe. Dans ce contexte, on a 15% des salariés qui touchent plus de 80 000 € par an, ce qui est déjà une somme considérable. Je sais que nous autres députés sommes souvent victimes de cet amalgame financier. Et pour ma part, ce que je trouve encore plus étonnant dans une structure publique, c'est que 31 cadres touchent plus de 200 000 € par an. Ce qui, pour moi, constitue une somme extrêmement forte, voilà, et extrêmement importante. Sachant que dans l'audiovisuel public, vous le savez comme moi, on n'a quand même pas les mêmes risques en matière de sécurité de l'emploi que dans le privé. Merci monsieur le député, et la présidente vous répondra tout à l'heure, et on quitte la Corse pour aller dans le Val-de-Marne avec le groupe écologiste et madame Taillé-Polian, qui peut également peut-être nous indiquer si elle a eu des intérêts publics privés sur l'audiovisuel. Déjà 2 minutes. Alors j'ai un intérêt majeur pour l'audiovisuel public et pour la qualité de l'information. Et je suis membre du CA de l'INA au titre de mon mandat de député pour la commission des affaires culturelles, mais sinon aucunement. Madame la Présidente, j'ai 3 questions à vous poser. La première est très simple. Avez-vous déjà subi des pressions politiques au sujet de programmes avant ou après leur diffusion ? Deuxième question, vous avez donné et esquissé ici même, mais vous avez donné une interview dans le Figaro sur un certain nombre de mesures que vous alliez prendre, puisqu'il y a eu effectivement de graves dysfonctionnements ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur l'information. Je voudrais que vous puissiez nous préciser quelles seront les fonctions, notamment vous avez évoqué la question du directeur éditorial unique. Quelles seront ces fonctions et comment à la fois assurer le pluralisme au sens du pluralisme des rédactions, des angles, des visions de travail, et en même temps cette centralisation. Moi, je m'interroge, et donc je voudrais que vous nous en disiez davantage. Enfin, une dernière question. On a le sentiment, depuis ces dernières années, et avec ce budget constant, malgré l'inflation, que vous êtes face à une difficulté majeure, qui est finalement de concilier la mise en œuvre des missions que vous confie la loi, et auxquels personnellement je suis extrêmement attachée, des droits sociaux et des conditions de travail, face à des moyens qui sont insuffisants. Pour ma part, je considère que les salariés ont été considérablement atteints, que les conditions de travail ont été dégradées, le fait de pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions, notamment le fait de donner du matériel technique à la hauteur des ambitions du service public. Je pense notamment à des épisodes de non-remplacement de caméras dans des antennes régionales. Comment sortir de ce triangle mortifère qui finit toujours par tomber sur la tête des salariés? Je pense pour ma part, bien entendu, qu'un engagement beaucoup plus fort de la nation dans le cadre budgétaire serait extrêmement important et nécessaire, indispensable dans le contexte géopolitique actuel pour permettre aux Françaises et aux Français d'avoir accès à une information de qualité et préserver notre exception culturelle. Merci, chers collègues. Monsieur Balanant pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Quand on est responsable et membre d'une commission d'enquête, on a effectivement de grands pouvoirs. Mais ces grands pouvoirs, ils donnent une responsabilité aussi, Monsieur le rapporteur. Je viens de prendre renseignement sur un des mensonges que vous venez de faire et après, je poserai ma question. À l'hôpital public, les gens ont été parfaitement nourris
pendant la crise Covid. J'ai un échange avec une personne qui est responsable dans un hôpital. Donc ce petit mensonge est tout simplement, je dois le dire, lamentable. Lamentable par rapport à ce que justement l'État français et ce que nous avons tous essayé non, c'était pas payé par les employés, pas du tout. Pas du tout. Bon, Monsieur Balanant, je vous invite à poser ma question maintenant. Et la question que je vais vous poser, c'est dommage que monsieur le rapporteur, qui avait beaucoup de questions, n'a posé parfois 3-4 fois les mêmes questions et n'a pas été sur ces questions de fond. Aujourd'hui, Madame la Présidente de France Télévisions et messieurs et Madame qui a été auditionnés aujourd'hui, comment appréhendez-vous la difficulté de faire de l'information aujourd'hui face aux nouvelles technologies? Comment faire une information pluraliste? Comment faire une information vérifiée? Comment faire une information qui s'adapte à tous vos publics? Parce que c'est une particularité de France Télévisions. Vous avez du public très jeune et vous avez des publics très, très divers. Comment aujourd'hui on s'adapte aussi au choc, et ça a été en partie posé par ma collègue Céline Calvez qui connaît parfaitement bien les sujets, comment on s'adapte au debunk, j'ai oublié le terme français, face à l'IA. Comment on s'adapte face aux fausses informations qui peuvent être parfois, même dans une commission d'enquête mise sur la table. Voilà, je crois, ce qu'on attend comme réponse pour que collectivement on fasse une transformation de ce service public qui doit de l'audiovisuel, qui, comme beaucoup de domaines, se prend le mur de la technologie qui va très vite et qui change beaucoup de choses. Et notre audiovisuel public, je conclus, Monsieur le Président, notre audiovisuel public, elle est fondamentale, tout simplement pour maintenir notre souveraineté intellectuelle, culturelle et nos valeurs de ce pays. Merci Monsieur Balanant, Madame Piron pour le groupe Horizon et Indépendant. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Notre groupe Horizon tient à rappeler un positionnement constant. Nous sommes attachés à l'audiovisuel public et à France Télévisions en particulier, mais cet attachement nécessite justement également d'être exigeant. Exigeant sur la gestion, sur la qualité du service rendu et sur le respect d'un principe qui fonde la légitimité même du service public, l'impartialité et le pluralisme. Je souhaite d'ailleurs vous remercier pour les chiffres et éléments transmis à notre commission qui nous permettent d'apprécier plus finement les évolutions en cours. Ils montrent des transformations réelles, une baisse d'environ 12% des effectifs en 10 ans, un coût global pour le contribuable largement inférieur, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, par rapport à il y a 10 ans, une fois l'inflation prise en compte, ainsi qu'une contribution décisive au financement de la création en France. En effet, France Télévisions représente 44% des investissements dans l'animation, 45% dans le documentaire, 85% dans le spectacle vivant et un tiers de la fiction. Vous n'avez pas transmis le chiffre pour le cinéma. Est-il inclus dans la fiction ? Dans ce contexte, j'aimerais vous poser 2 questions. D'abord, la question sur la souveraineté culturelle. Le projet de rachat de Warner Bros. Par Netflix illustre une tendance lourde. Les plateformes internationales consolident leur poids dans la diffusion et le financement de contenu. Cette dynamique interroge, car elle risque d'accroître la dépendance de notre industrie aux grands acteurs privés internationaux et contribue à accentuer un déséquilibre qui est déjà fortement marqué. Dans ce paysage en pleine recomposition, comment évaluez-vous concrètement vos investissements et vos dépenses consacrées à la création française ? Pourriez-vous détailler un petit peu, par exemple, la répartition de vos dépenses entre ce qui révèle de l'information, des flux, des émissions de flux, du cinéma ou de la fiction, des documentaires, de l'animation, ainsi que des actions culturelles et éducatives ? Enfin, deuxième question, j'aimerais vous interroger sur la mission d'éducation aux médias et de l'éducation en général dans un contexte de désinformation, de polarisation et de défiance. Elle n'est plus accessoire. Nous aimerions vous entendre détailler ce que France Télévisions met concrètement en œuvre et mettra en œuvre à l'avenir auprès des jeunes publics via l'Oumni, dans vos rédactions, dans vos partenariats avec l'Éducation nationale et dans vos contenus numériques. Merci. Madame la députée. J'indique que j'avais laissé à Madame Mansouri un peu plus de temps au début, 15 secondes de plus, et je les ai laissés à chaque groupe politique. C'est pour ça que j'ai permis qu'on dépasse un tout petit peu sur les 2 minutes. C'est aussi le caractère pluraliste de cette commission. J'ai 4 questions, et puis ensuite, je vois pas Madame Sicard, excusez-moi, parce que vous aviez pour le Rassemblement national. Pardon, j'allais déjà passer la parole à Parmentier, excusez-moi. Allez-y, Madame Sicard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de France Télévisions, ce matin, dans le Figaro, vous déclarez ne pas fabriquer de l'opinion, mais de l'information.
Je vous propose de nous éclairer sur ce qu'est une information et une opinion. En 2019, France 3 falsifie une photo de gilet jaune et censure une pancarte sur laquelle était écrit « Macron dégage ». Le CSA, prédécesseur de l'Arcom, avait alors estimé que cette manipulation constituait un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information. Madame Ernotte, est-ce une information ou une opinion? En juin 2025, vous diffusez un complément d'enquête sur le Sénat. Votre journaliste fait état au Palais du Luxembourg, je cite, de sénateurs dealers et de trafiquants de drogue. Des accusations non étayées, balancées comme des vérités. Ce 27 novembre 2025, pour ce reportage, l'Arcom vient de vous rappeler à la rigueur et à l'honnêteté et a saisi votre propre comité d'éthique. Madame Ernotte, est-ce une information ou une opinion? Et enfin, Crépol. Thomas Perrotto, 16 ans, poignardé à mort par des racailles du quartier de la Monnaie, venu armé de couteaux de 25 cm, hurlant « On est là pour tuer du blanc ». Votre journaliste Patrick Cohen sur France 5 décrit les meurtriers comme, je cite, « des jeunes venus s'amuser et draguer des filles ». Il victimise même les assaillants. Je cite à nouveau, « Les offensés sortent des couteaux. On est à 2 doigts de l'inversion accusatoire. Les agresseurs deviennent des victimes et les victimes deviennent des agresseurs. » L'Arcom vous a, encore une fois, épinglé par manquement à l'honnêteté et à la rigueur de l'information. Madame Ernotte, est-ce une information ou une opinion? L'honnêteté, madame, ce n'est pas CNews qui vous reproche d'y manquer, c'est l'Arcom. Quand on choisit ce qu'on montre et ce qu'on cache, quand on falsifie des images, quand on transforme des bourreaux en victimes, ce n'est pas de l'information, c'est de l'opinion. Alors, madame Ernotte, ma question est simple. Qui trompe les Français? CNews qui assume sa ligne éditoriale et se finance sur le marché, ou France Télévisions qui diffuse une opinion déguisée en information, financée avec l'argent des Français? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je laisse la parole à Madame Parmentier pour le groupe Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. La réservation de suite au Majestic pour 10 nuits lors du Festival de Cannes 2023 pour des montants de 1 700 € la nuit a choqué de nombreux Français. Ce montant dépasse largement le plafond autorisé de 350 € la nuit, ce qui est déjà joli, selon le syndicat CFE-CGC, qui a déposé une plainte pour détournement de fonds et abus de confiance qui vous vise personnellement et comme dirigeante. Lorsque nous l'avons auditionné dans cette même commission, la Cour des comptes a révélé sous serment que ces suites de luxe avaient été réglées par des groupes privés, qu'une dirigeante d'un groupe audiovisuel public comme vous s'autorise des séjours à plusieurs dizaines de milliers d'euros offerts par des entreprises privées, a fortiori dépendantes de vos décisions, interroge gravement sur l'éthique et l'indépendance de France Télévisions. Madame Ernotte, pouvez-vous nous donner la liste précise des groupes privés, sociétés de production ou intermédiaires qui ont financé directement ou via des mécanismes de barter les nuits au Majestic du Festival de Cannes 2023, ainsi que la nature exacte des contreparties contractuelles accordées par France Télévisions? Enfin, pouvez-vous nous assurer qu'un tel fonctionnement ne se reproduira pas à l'avenir? Je vous remercie. Je vous demande vraiment de tenir 1 minute. Le rapporteur a accepté, je le remercie, qu'on finisse les questions. Comme ça, les députés se seront exprimés. Ça permet à tout le monde de s'exprimer. Mais faites vraiment 1 minute, parce qu'après, c'est bien normal, le rapporteur pourra reprendre ses questions. Je donne la parole à Monsieur Saint-Toul pour 1 minute. Monsieur le Président, puis-je vous suggérer de laisser répondre? Parce qu'on a eu une longue série de questions et on va passer au travers de beaucoup de réponses, en fait, je pense. Sinon, alors, c'est comme vous voulez. Soit je laisse, soit alors, il y a 2 options. Soit je laisse Madame Ernotte répondre au groupe politique, mais ensuite le rapporteur prend la main. Et ça veut dire que les questions des députés arriveront dans 1 heure à peu près. Moi, je pense qu'on a 4 questions. Vous pouvez faire 1 minute chacun et ensuite on laisse Madame Ernotte répondre. Alors allez-y, Monsieur Saint-Toul, pour 1 minute. Je prends 4 questions, 4 minutes. Madame Ernotte répond et ensuite le rapporteur aura le loisir de terminer avec les questions qu'il voudra. Moi aussi, j'ai tout mon temps. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais adresser quelques questions à Monsieur Tardieu en particulier. J'aimerais savoir s'il a contribué à l'embauche de Madame Albanel. En tout cas, ce n'est pas vraiment une embauche, mais en tout cas au sein du comité d'éthique. Et si votre carrière professionnelle en commun avec Madame Albanel a joué dans ce recrutement. J'aimerais savoir quelle appréciation porte Madame Ernotte sur le documentaire qui a été diffusé sur Madame Oudéa Castéra sur France 5 durant cet été et qui a été réalisé par quelqu'un qui avait manifestement un conflit d'intérêts avec Madame Oudéa Castéra. Et j'aimerais savoir si des suites ont été données. Et j'aimerais aussi savoir si,
à propos du complément d'enquête sur CNews, la question s'est posée de le déprogrammer, s'il y a eu une réunion et si, Monsieur Tardieu, vous avez participé à cette réunion d'urgence pour savoir s'il fallait ou non déprogrammer ce programme. Merci. Merci Monsieur Saint-Toul. On voit que vous avez été rapporteur d'une autre commission d'enquête, ce qui nous rappelle quelques souvenirs. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Ballard pour 1 minute, Madame Soudet et ensuite Monsieur Girard, et on aura terminé par ce tour de table, étant entendu que Monsieur Girard m'a indiqué que ça durait 10 secondes. Et moi après j'ai des comptes à rendre aussi au rapporteur. Merci, Président. Madame la Présidente, j'ai une série de questions. J'en conviens, elles sont précises. Il y en a plusieurs, donc vous pourrez répondre par écrit ou on pourra aller sur place pour voir ces réponses. Elles concernent les sociétés de production. Vous avez baissé le montant des programmes de flux à 430 millions d'euros par an. Dans ces conditions, est-ce que toutes les sociétés de production ont vu leur contrat orienté à la baisse? Est-ce que les principaux bénéficiaires, que sont Media One, Benijay, Together, ont été impactés? Ensuite, est-ce que vous connaissez le coût des émissions produites par ces sociétés? Connaissez-vous le montant des marges réalisées par ces sociétés pour chaque émission? Concernant Media One, pourrez-vous nous produire un tableau des commandes passées ces 5 dernières années avec cette société? Enfin, pouvez-vous nous dire, enfin j'en ai encore plusieurs, pouvez-vous nous dire comment sont établis les contrats avec ces sociétés? Est-ce que la clause d'audience est toujours appliquée? La Cour des comptes recommande, elle l'a fait devant nous, la mise en place d'un comité de contrôle des achats externes. Quand verra-t-il le jour? Et concernant les programmes de stock, cette fois, on comprend que vous allez dénoncer l'accord avec le monde de la production. Alors, de combien? Et cela s'étalera sur combien d'années? Enfin, pourquoi les commandes de votre propre filiale de production ne dépassent pas les 100 millions d'euros? Monsieur Ballard, pouvez-vous juste indiquer à la commission d'enquête les engagements que vous avez? J'ai oublié de le faire, oui, j'ai été journaliste 40 ans, dont 6 ans dans le service public. Merci de ce rappel, Président. Merci beaucoup. Madame Soudet, pour 1 minute. Merci. Madame la Présidente, moi j'aimerais revenir sur le bandeau de France Info, vous en avez parlé là, sur les 200 otages palestiniens. Parce qu'en vérité, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée et qui pourtant a choqué beaucoup l'opinion publique, c'est que suite à la réaction courroucée de la députée Yadan, il y a la responsable de communication Muriel Attal qui sur Twitter a réagi. Je cite, on a immédiatement réagi Caroline, la direction de l'info et de France Télé ont été des Lucky Luke avec un petit cœur. Donc vous remarquerez entre le Caroline et le cœur qu'il y a une certaine proximité qui est clairement affichée et revendiquée. C'est ça qui a choqué en vérité, parce que c'était la manifestation d'une collusion finalement entre une députée de la Macronie et donc la direction de France Info. Et alors de ce point de vue-là, autant vous êtes assez réactif sur pas mal de sujets, autant là on ne vous a pas entendu. Et pourtant, ça a eu, encore une fois, vous l'avez dit vous-même, ça a eu des conséquences cette histoire, parce qu'il y a eu un journaliste quand même qui a été sanctionné. Donc voilà, on est en droit de se poser la question de l'indépendance de l'institution. Pour d'autres députés, ça ne répond pas aussi vite. Et de façon générale, en vérité, ce qui les interpelle aussi, c'est que depuis que vous êtes à la tête de l'audiovisuel de France Télé, en fait, il y a la situation qui se dégrade beaucoup. Et donc... Finissez votre phrase. Merci, allez-y, c'est finissez votre phrase, Monsieur le Président. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est que comme la situation se dégrade, notamment avec Xavier Niel, qui accapare beaucoup de programmes, est-ce que de façon générale, vous n'êtes pas une agente de communication de la Macronie? Madame Soudet, pour être sûr qu'on vous a bien compris, je veux juste être clair, mais moi, pardon, je voudrais être clair. Vous nous expliquez par exemple que le fait que des journalistes de France Info et qualifier des prisonniers palestiniens d'otages n'est pas un sujet pour vous. Je veux être sûr, parce que comme on est filmé, que les gens vous regardent... En fait, vous avez mal compris. Moi, ce que je regrette, c'est simplement qu'on n'ait pas parlé du tout de ce qui s'est ensuivi et du fait que Madame Yadan ait réagi et que tout de suite, on ait une réaction assez douteuse de la part de Muriel Attal. Merci. Si ça, c'est pas assez clair, Monsieur le Président, je m'interroge. Merci, Madame Soudet. Je vous dis juste que vous mettez en cause une députée de cette Assemblée, membre de nos commissions d'enquête. Vous aurez le loisir de l'interroger. Elle s'est émue sur Twitter, notre collègue, effectivement, d'un reportage de France Info qui l'a choquée. Je crois que c'est son droit, comme votre collègue Caron vient de le faire tout à l'heure, comme chaque collègue député ici l'a fait. Une députée, quelle que soit son groupe politique, a le droit de s'émouvoir de contenu diffusé sur le duel public comme privé. Je crois que chacun ici vient de s'exprimer sur ces sujets-là, donc évitez de mettre en cause des collègues membres de cette commission d'enquête. Voilà. Monsieur le Président, si je peux me permettre... Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera très court puisque
Madame la Présidente a déjà répondu en partie pour une question que j'allais poser. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, ensuite, c'était donc question plus générique. Comment pouvez-vous garantir la neutralité et l'indépendance éditoriale du service public lorsque des producteurs privés sont invités en promotion dans les émissions qu'ils produisent eux-mêmes, comme on l'a vu avec Xavier Niel ou Mathieu Pigasse sur France 5? Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, je vous propose, et je vous invite de répondre aux nombreuses questions. Vous ne pourrez pas aller dans le détail de tous les sujets. Il y a des réponses qui peuvent être faites par écrite. Il y aura une audition du directeur général adjoint sur des questions peut-être plus financières. J'indique à Monsieur Ballard que nous allons auditionner les producteurs aussi. Donc il y aura bien des occasions d'aller dans le détail de toutes les questions qui ont été posées. Donc je vous invite quand même à répondre dans la mesure du possible aux différentes questions. S'il y a besoin de précision, vous pourrez le faire par écrit. Et il y aura d'autres auditions qui permettront d'approfondir le sujet. Allez-y, Madame la Présidente. Bien, donc je vais essayer d'être concise. Je crois que vous m'avez interpellé sur CNews et l'article du Figaro. Voilà. Je voudrais rappeler que j'ai dit que CNews et France Télévisions, je considère que nous ne faisons pas le même métier en fait. Je vous renvoie d'ailleurs aux signatures de nos deux chaînes. France Télévisions, nous considérons que l'information n'est pas une opinion. À CNews, c'est venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Et M. Nedjar lui-même, le patron, a qualifié CNews de chaîne d'opinion au pluriel, opinion. Alors, quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, ce n'est pas du tout un jugement moral. C'est un autre modèle éditorial et ce n'est pas le nôtre. D'ailleurs, nommer un modèle éditorial, ce n'est pas le juger. Définir, ça n'est pas condamner. Il existe d'ailleurs en France une presse d'opinion. Comme l'Humanité, Valeurs Actuelles, enfin tout le spectre est représenté. Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie ou Radio Libertaire. En revanche, jusqu'à présent, il n'y avait pas de chaîne d'opinion. C'est une importation américaine en réalité, et qui se base d'ailleurs sur le principe du free speech plutôt que sur celui de la liberté d'expression. Alors on peut considérer que voilà, on peut considérer qu'il faut accompagner cette évolution factuelle de la réalité, mais à ce jour, elle n'est pas prévue par la loi. Et moi, je pense qu'il faut, en tout cas mon opinion, et c'est pas moi qui vais, c'est votre rôle, et c'est évidemment quelque chose que vous allez peut-être débattre dans cette enceinte, mais qui appartient à la représentation nationale. En tout cas, je voulais signaler que Roch-Olivier Mestre, en tant qu'ancien président de l'ARCOM, a considéré pour lui, donc avec sa vision éclairée, que c'était une évolution nécessaire de la loi. Donc voilà, je livre ça. Évidemment, c'est ma réflexion sur mon secteur, mais c'est à vous qu'il incombe d'aller plus loin sur cette question. Nous auditionnerons Roch-Olivier Mestre demain après-midi. Voilà. Bon, sur la question du Covid, j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup de temps et je ne voudrais pas vous en faire perdre un peu plus. Je redis que la Cour des comptes a passé de nombreux mois à France Télévisions à tout auditer dans le détail. Elle a rendu ses conclusions. Elle considère que on a fait baisser les frais pas de représentation, mais les frais de fonctionnement d'une certaine manière, qu'on peut continuer. Et d'ailleurs, j'ai pris la remarque de l'un d'entre vous sur les frais de taxi. Il se trouve que oui, en effet, même si les frais de taxi ont baissé, en fait, les frais de taxi concernent principalement, en effet, les invités de France Info, beaucoup, parce qu'il y en a 50 par jour. Donc, je vous remercie à l'avenir d'accepter de venir en transport en commun. Ce que je voudrais dire plus généralement, parce que j'entends ce que... Non, parce qu'on va réduire pour tous les invités, pas uniquement pour ceux de la représentation nationale, je vous rassure. Ce que je voulais vous dire, en reprenant en essayant de faire une vision un peu d'ensemble de tous les points que vous avez mentionnés jusqu'ici, de la part des groupes, des députés, de monsieur le rapporteur, de monsieur le président, la Cour des comptes, c'est pas rien. C'est une institution qui passe du temps à auditer une entreprise. Par ailleurs, comme vous l'avez beaucoup remarqué, tout est transparent chez nous. Ce que nous produisons se voit à l'antenne 24 heures sur 24. Il n'y a pas grand-chose de caché, au fond, au sein de France Télévisions. Et je voudrais redire ici, non pas pour clore le sujet, et évidemment, je reviendrai sur toutes les questions que vous voudrez me poser là-dessus, mais pour vous dire que dans son rapport, la Cour des comptes
ne soulève aucune irrégularité de gestion. Aucune. Je vais vous répondre sur Cannes, puisque c'est quelque chose, mais aucune irrégularité de gestion. Je crois que c'est important. J'enchaîne sur Cannes, donc, puisque, en effet, il y a eu... j'ai vu passer des tweets sur cette histoire. Alors, tout de suite, je vous rassure, il n'y a pas eu 1 euro d'argent public. Il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dépensé pour les chambres d'hôtel des dirigeants de France Télévisions à Cannes. Alors, oui, en effet, nous, depuis de nombreuses années d'ailleurs, nous procédons pour le paiement de ces chambres qui sont à des tarifs totalement prohibitifs et totalement hors des clous par rapport aux tarifs régulés de France Télévisions, vous avez raison de le dire, à ce qu'on appelle du barter. Alors ça concerne le milieu publicitaire. C'est une sorte d'échange, c'est des sociétés de barter qui ne font que ça d'ailleurs, donc ça n'a absolument rien à voir avec des sociétés de production, c'est un autre domaine, où en fait la régie publicitaire confie ses invendus publicitaires, c'est-à-dire ce qu'elle n'arrive pas à vendre, à commercialiser, en échange de services. Bon, c'est spécifique et ça fait des années qu'on fait ça pour les chambres des dirigeants de Cannes, donc ça n'est pas... Voilà. Donc je vous confirme que aucun producteur n'a payé les chambres de qui que ce soit et il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dépensé dans Cannes. Alors après, pardon d'insister, mais je voudrais dire que par ailleurs, depuis plusieurs années, j'ai fait le choix de la sobriété et j'ai réduit au fur et à mesure la représentation, notamment des dirigeants à Cannes, au bénéfice de la production. Et j'ai donc circonscrit Cannes aux nécessités de service. Je voudrais quand même, puisqu'on parle de Cannes, me féliciter que nous ayons, avec le Média Brut, noué un partenariat avec le Festival de Cannes. Je pense que c'est très positif pour le Festival de Cannes, qui est le premier festival de cinéma au monde, que grâce à ce partenariat, on arrive à faire rayonner le cinéma international, mais aussi français, auprès de plus de 33 millions de téléspectateurs. Et que, voilà, et je ne voudrais pas circonscrire le sujet Cannes dans cette instance à une question tout à fait légitime et pertinente, et j'espère avoir répondu de manière assez claire, parce que c'est bien autre chose. Et voilà pour cette audition des responsables de France Télévisions devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la neutralité de l'audiovisuel public. Commission d'enquête créée par le groupe d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, dans la foulée de l'affaire Legrand-Cohen, ces 2 journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion à leur insu début septembre d'une vidéo où on les voit avec des membres du PS. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.